L'Europe est une civilisation, un héritage, une histoire. Elle n'est pas seulement un passé, mais aussi un présent et un avenir, à travers lequel, à travers peut-être ou non le spectre de l'Union européenne, on en discutera. Elle est née au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans les cités de la Grèce antique, où apparaît alors la raison critique, et à travers elle la délibération ainsi que la démocratie. Ce flambeau a été récupéré par la République romaine, auquel elle a ajouté à cet héritage l'égalité devant la loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce début de définition et quels éléments vous aimeriez ajouter à cela? Ah, mais je signe à 100%. Je crois que vous avez complètement raison de le dire, qu'on parle souvent du projet européen et ça sent bon le papier glacé des cours d'éducation civique, là, les cours de CJS, j'ai vu ça, j'en suis sûr. Quand on nous parlait de l'Europe, c'était beaucoup la construction européenne, le projet européen, les institutions européennes. Mais je pense que l'Europe, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est d'abord un héritage. L'Europe, c'est d'abord une civilisation, vous l'avez dit. Aux États-Unis, on appelle l'Europe le vieux continent. Et la grande définition de l'Europe, c'est que nous sommes le vieux continent. Les États-Unis, eux, sont le nouveau monde. Moi, je me rappelle quand j'étais en seconde, j'avais une correspondante américaine. Et alors, quand on avait eu la chance d'aller passer 15 jours aux États-Unis, et on avait fait une demi-heure de bus pour aller voir une maison qui datait du 19e siècle. Wow! Et en fait, ça m'avait beaucoup marqué, parce que c'est la grande différence dans le monde occidental, entre l'Europe et les États-Unis, c'est que l'Europe porte avec elle, ce qui n'est pas, on n'a pas de raison d'en tirer un orgueil particulier, c'est juste un fait dont on hérite, et c'est parfois un poids pesant. Mais nous portons avec nous le poids de tout notre passé, de cette histoire accumulée, et cette définition que vous avez partagée, elle rejoint celle qui est magnifiquement exprimée par George Steiner dans un tout petit livre qui est une conférence, en fait, qui s'appelle « Une certaine idée de l'Europe », dans lequel Steiner donne 5 définitions de l'Europe, et la première d'entre elles, c'est justement ce rapport au passé. L'Europe ne se libère jamais du passé, elle ne sort jamais de son passé. Vous n'avez pas une rue en Europe qui ne s'appelle pas du nom d'un personnage historique, d'une bataille, d'un événement. Aux États-Unis, les avenues portent des numéros, et en France, les avenues portent des noms de personnages de l'histoire, des noms de faits historiques. C'est cette omniprésence du passé. Vous traversez Lyon, mais il n'y a pas... Vous ne voyez pas 3 façades sans qu'il y ait une plaque quelque part. Ici est né un tel, ici a vécu bidule. Le passé est partout en Europe. On ne se sort jamais du passé. On voyage littéralement dans l'histoire. C'est la première caractéristique que Steiner donne de l'idée d'Europe. Il en donne 5 autres très rapidement. Alors, je ne sais pas si je vais m'en souvenir. La deuxième caractéristique, c'est que l'Europe, c'est un continent dans lequel on se déplace à pied. C'est les déplacements à pied qui ont fait l'Europe, les chemins de Saint-Jacques, les déplacements des marchands, des commerçants, des artistes, des armées. L'Europe est un continent dans lequel on se déplace à pied, contrairement à l'immense continent asiatique ou bien aux États-Unis d'Amérique qui ont été faits au contraire par le chemin de fer. L'Europe, c'est le continent des cafés. C'est le continent qui a inventé les cafés et dans lesquels on discute, on débat, on dialogue et dans lesquels on dit des choses clivantes avec lesquelles on peut ne pas être d'accord, comme vous le disiez en introduisant votre définition. Et la 4e définition, je ne m'en souviens plus. Et la 5e, c'est que l'Europe, si je me rappelle d'ici la fin, je vous la sortirai. Vous voyez, c'est sans filet, hein, je n'avais pas la question avant. La 5e, c'est que l'Europe, c'est la rencontre de 3 cités. C'est la rencontre d'Athènes, de Rome et de Jérusalem. Et vous l'avez évoqué à l'instant, c'est le sens de la raison critique qui a émergé dans les cités grecques après la réapparition de la civilisation grecque après l'effondrement du monde mycénien au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le sens de l'égalité devant la loi qui est le grand héritage de la loi romaine et de la construction juridique léguée par le droit romain, le sens de la res publica, de la République. Et puis c'est la conscience de la dignité absolue de la personne humaine qui est née dans la tradition judéo-chrétienne, qui a si profondément marqué l'Europe. Et je crois que ça a été une grande erreur pour l'Europe de ne pas vouloir nommer ses racines. Peut-être vous vous rappelez de ce débat qui avait traversé l'Union européenne en 2005, au moment de la rédaction d'une constitution pour l'Union européenne. L'Europe avait écarté l'idée des racines de l'Europe parce que dans ces racines de l'Europe, il fallait mentionner les racines chrétiennes de l'Europe et que ça paraissait
peut-être rétrograde, réactionnaire, conservateur de mentionner les racines chrétiennes de l'Europe, peut-être aussi contraire à la laïcité, et notre pays, d'ailleurs, la France avait fortement plaidé contre l'inscription des racines chrétiennes de l'Europe dans la Constitution européenne. Moi, je pense que c'était une immense erreur. L'Europe a été structurée par ces 3 cités, comme le dit Steiner, et la tradition judéo-chrétienne a contribué à faire ce que nous sommes aujourd'hui, y compris a contribué à structurer son propre dépassement. Marcel Gauchet dit que le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. Et c'est vrai que d'une certaine manière, le siècle des Lumières n'aurait probablement pas été possible sans la maturation interne à la tradition, de la pensée chrétienne. Et on doit reconnaître ça, parce que si on ne le reconnaît pas, on ne se reconnaît plus d'unité, on ne sait plus ce qui est le ferment de notre unité. L'autre jour, je tombais sur une statistique très intéressante, la statistique des noms de rues en Europe. Le premier nom de rue en Europe, c'est rue de l'Église. Et le deuxième, c'est place de l'Église. C'est-à-dire que dans toute l'Europe, le nom de rue le plus donné dans les communes européennes, c'est la rue de l'Église. Et mettre l'Église au centre du village, d'une certaine manière, c'est pas dire voilà, que tout le monde est obligé d'être chrétien pour être européen, mais c'est reconnaître que nous avons été faits par cet héritage commun, et que même notre manière de ne plus être chrétien a encore quelque chose à voir avec cet héritage-là. Je dis ça pas pour faire une réponse encore trop longue, même si elle est de nouveau trop longue, mais juste parce que je crois que c'est un défi majeur pour notre société de réussir à retrouver ce qui fait notre unité. Qu'est-ce qui fait que nous sommes liés les uns aux autres? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons vivre ensemble? Derrière cette expression galvaudée et si profondément discréditée, il y a en réalité le symptôme d'un problème majeur, c'est que nous ne savons plus ce qui nous relie. L'archipel français, c'est aussi l'archipel européen. Nous ne savons plus ce que nous avons en commun, et je crois qu'être capable de redire, comme vous l'avez si bien exprimé, que l'Europe, c'est d'abord un héritage historique, c'est ce qui pourra nous permettre de nous projeter vers l'avenir avec la conscience de ce que nous avons ensemble en commun, de ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et je crois que c'est dans cet acte de mémoire que nous pouvons trouver justement les conditions de notre avenir.